on a vu dans les commentaires que des gens devaient sortir une carte pour venir chercher, comme si on appartenait au CPS, et il y avait une carte Oui. de la pauvreté, un identifiant. J'ai plusieurs cartes. Et ça fonctionne comment, ça? Moi, j'ai une carte de Saint-Vincent-de-Paul qui a fait une enquête sociale, avec mon surendettement, etc., qui m'a donné droit à l'aide alimentaire pendant 1 an, enfin, jusqu'en juin 2021. Une enquête sociale? Une enquête sociale faite par... Bonjour Colette. Est-ce que tu peux me préciser ton âge, s'il te plaît, 63. et un peu ta situation familiale? Ma situation familiale est inexistante. Je n'ai aucune famille, je n'en ai pas en prévision, ni devant, ni derrière, ni nulle part. Je Bon. n'ai jamais eu en fait. Tu n'en as jamais eu? Non. Colette, tu m'as dit tantôt que tu avais été aussi un petit peu dans le bénévolat et en même temps tu m'as parlé aussi que tu avais été SDF à un moment donné. J'étais SDF parce que quand j'étais dans ma famille, disons, d'origine, j'ai fugué parce que j'étais maltraitée, et donc j'ai vécu à la rue, donc très jeune. Et ça a duré combien de temps, ça? Quelques années quand même, où je me cachais jusqu'à ma majorité, en fait. Ok. J'ai reconnu la rue encore un peu après, suite à un petit peu au fait que je vivais au jour le jour, donc sans penser vraiment à l'avenir, me sentant trop sûre de moi. On va refaire du travail, on va toujours faire plein de choses. Puis à un moment donné, la santé n'est plus là et on ne fait plus rien, quoi. Tu as dit aussi que tu as fait du bénévolat aussi. J'ai fait énormément de bénévolat dans des ASBL et des ONG, oui. Ouais. Ça te fait quoi maintenant de te retrouver dans cette situation-là, en train de faire la file? C'est très délicat parce que je me sens toujours en porte-à-faux. C'est-à-dire, tu peux préciser? Je suis plus jugée que quelqu'un d'autre parce que, ayant travaillé dans le social, sans formation particulière, je suis censée m'en sortir beaucoup mieux que les autres. Alors que je subis les mêmes pressions que les autres. Ce sont les précarisés qui te disent ça ou ceux qui travaillent dans le système? C'est plutôt ceux qui travaillent dans le système. Les précarisés vont plutôt me demander des conseils, c'est différent. Je suis mieux acceptée par les précarisés que par les gens socialement bien intégrés, soi-disant, et qui sont un peu rigides, et qui, eux, jugent facilement, en fait. Ok. Donc, tu as l'impression que le jugement est persistant par la classe qui devrait te donner un coup de main, normalement? Oui. Enfin, la classe socialement bien intégrée, mais pas spécialement intellectuelle, hein, gens qui vivent normalement, une moyenne normale, quoi. Mais qui jugent malheureusement assez facilement aussi. Alors, tu m'as dit dans la présentation, voilà, moi je gagne un peu plus que les autres, etc. Tu as dit, je suis une privilégiée avec 1 500 €. Ça m'a fait sourire parce que je pense à certains ministres qui gagnent 11 500 €. Oui, bien sûr. Et qui, eux, ont l'air de dire qu'ils n'en ont pas encore assez. Ça me fait un petit peu sourire. Et tu me dis tantôt, et ça c'est souvent un point commun qu'on a dans tous les témoignages, je me suis permis de m'acheter quelques plantes comme si c'était une faute. Ah oui, moi par exemple, n'ayant pas de famille, pour des raisons familiales, je ne crée pas difficilement de choses affectives ou sociales, donc j'ai mon travail, je dors, j'ai mon travail. Donc, bon. Entre autres, c'est pour ça que j'ai fait énormément de bénévolat à côté des travaux payants. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Moi, j'étais en train de les plantes. de te parler de tes Par plantes. exemple, alors, n'ayant pas de famille, j'aime bien m'asseoir à une terrasse, boire un café, où je me sens normal. Oui. Mais on m'attaque là-dessus. On dit, ouais, t'as de l'argent, tu vas chercher des colis et t'as bu un café à la terrasse, on t'a vu. Il n'y a rien qui m'interdit de m'asseoir à une terrasse. Moi, je n'ai rien de valeur ici, donc je me permets l'extrême luxe de m'asseoir à une terrasse, boire un café. Okay. Et quand je buvais une bière, c'était pire encore. C'était encore pire. Oui. Est-ce que tu as eu souvent, besoin d'aide pour des colis ou des choses pareilles pendant le mois? Depuis le confinement, je dois aller presque tous les jours chercher à manger ou prendre un colis pour 2-3 jours à des organisations diverses. Resto du Cœur, distribution dans les rues. Je suis par contre très contente que ces distributions soient enfin accessibles aux non-SDF. Parce que c'était énormément de points de distribution pour SDF et pas pour les autres précarisés. Or, quand on retrouve un logement, on redevient plus précarisé que certains SDF qui ont le minimex de rue. Et moi, on a le minimex, on a un loyer, on a ça, des dettes qui ont traîné. Donc, en fait, on est plus sous pression. Et les distributions alimentaires n'étaient pas accessibles aux non-SDF. Enfin, beaucoup de distributions alimentaires. Ouais. Les médias avaient mis la mode sur les SDF. Sur les SDF. Maintenant, ce qui est vrai, hein, je ne critique pas leur situation. On met la mode sur les précarisés, c'est souvent des femmes qu'on rencontre d'ailleurs. Je trouve que le mot précarisé est beaucoup mieux. Okay. Parce qu'il y a certaines distributions alimentaires où, par exemple, j'ai été agressée parce que
la personne, pas très subtile ou pas manquant de psychologie, donnait priorité aux SDF. Et les non-SDF se faisaient agresser à la sortie du colis pour avoir un colis. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas SDF, t'as rien à faire ici, nous on est vraiment pauvres, toi pas. Ouais, bon, donc moi j'essaye toujours où je fais, je suis considérée comme une râleuse, on est précarisé. Que l'on travaille pas, qu'on soit SDF ou pas SDF, on doit s'unir, on ne doit pas se chamailler entre nous. Donc ça, c'est quelque chose qui me choque énormément dans certaines associations, de donner des priorités comme ça, de cloisonner les gens. On dirait même qu'il y a une hiérarchie de la pauvreté. Il y a une hiérarchie de la pauvreté. Okay. Enfin, beaucoup le pensent. Il y en a qui ne le font même pas exprès. J'ai eu une discussion dimanche avec une distribution alimentaire, où j'ai vu sur Internet, sur Facebook, où il y a les SDF et les précarisés. Je dis arrêtez, les précarisés, point. Qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, quel que soit leur statut administratif, ce sont des précarisés. Il y a des travailleurs qui sont précarisés. Il y a des pensionnés qui sont riches et des pensionnés qui sont précarisés. Il y a des SDF qui sont riches et des SDF qui sont... SDF, c'est un statut administratif. Bien sûr. Pensionnés aussi, invalides aussi. Il faut pas... il n'y a pas de hiérarchie dans la pauvreté. D'abord, il y a des gens qui ont plus de revenus, mais qui ont plus de frais. Donc... moi, j'ai de la chance, je n'ai pas de famille. C'est une chance ou c'est pas une chance? Bon. Et toi, Colette, les frais les plus gros que tu as, c'est sur quoi? Moi, c'est la santé. La santé, ça va jusqu'à combien? Ça peut atteindre les 300-400 euros par mois. Okay. Enfin, je compte là-dedans les taxis parce qu'il y a des moments où je ne sais pas marcher. Donc, tu as le budget médicaments et puis tu as le budget mobilité. Le budget médicaments, je l'ai réduit à sa plus simple expression. Tu m'as dit l'autre fois que tu te privais de certains. Je me prive de certains médicaments. Sans l'accord de ton médecin. Oui, il y a des choses que je prends du Dafalgan par exemple, bon, ça ne sert pas à grand chose. Il y a des choses, il y a des euros génériques aussi, je suis passé depuis longtemps au générique. J'essaie d'acheter, comme on avait dans le temps des pharmacies populaires, on achetait un comprimé à la fois. Donc j'essaie quand quelqu'un achète un médicament de prendre le même ou de ne pas acheter des boîtes qui restent traînées dans le fond d'un tiroir, par exemple. Et quoi, à ce moment-là, vous faites un échange de médicaments en côtoyant des personnes de la rue et précarisées, oui, entre nous. Avec autorisation du médecin, à ce moment-là, on s'échange parfois... à la pièce. À la pièce. Mais on ne vend, moi, je ne vends pas. Je refuse obstinément et d'acheter et de vendre, dans ce contexte-là, en tout cas. Okay. Alors, ton budget mobilité, c'est à combien, ça, plus ou moins? Ça, c'est très variable. Il y a des moments où je me déplace tout à fait bien, des moments pas du tout. C'est selon ton problème de santé? C'est des problèmes de santé, nerfs qui coincent au niveau de fractures du dos et des choses comme ça. Ok. Donc, ça, plus ton logement? Ton logement, c'est autour de combien, ta location? 485 €, plus l'assurance incendie et l'eau. Donc, j'ai l'électricité, le chauffage compris. Ça va, il y a pire, quoi. Ça va, c'est pas... Tu as dit aussi, si tu n'avais pas eu ces dons, tu n'aurais pas pu t'acheter peut-être un fauteuil, petite garde-robe. Mais je me suis remeublée parce qu'il y a eu des dons alimentaires un petit peu partout, grâce au virus, je m'excuse. Mais il y a eu, ça s'est multiplié, donc entre autres les distributions alimentaires ont pris une ampleur. Et c'est grâce à ces distributions alimentaires que j'ai pu m'acheter un PC. Beaucoup c'est d'occasion au récup, hein, bien sûr, ou que j'ai un peu rafistolé. Mais enfin, je me suis meublée avec le vital, quelques plantes et quelques coussins en plus. Mon luxe, mes plantes, mon coussin et mon chat, qui n'était pas vital. PC, c'est pas vraiment vital, il y en a qui n'en ont pas, mais bon, on est tellement hors circuit qu'avoir un PC ou un smartphone ou accès à Internet me semble quand même indispensable. Ouais, tu veux vraiment dire par là, parce que je vois des fois sur les réseaux sociaux des gens qui viennent faire des commentaires en disant quand une personne a un GSM, c'est qu'il n'est pas encore assez pauvre. Qu'est-ce que tu répondras à ces gens-là, toi? Quelqu'un qui n'a pas de logement a plus besoin d'un smartphone que moi. Puisque justement, il est plus difficile à communiquer. Moi, j'ai encore ma boîte postale traditionnelle. Non, je crois que si quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de logement, bon, je ne vais pas rediviser les SDF et non, les bien autres, sûr. Mais un smartphone me semble indispensable pour un jeune, par exemple, qui doit se remettre dans le travail, qui doit rester en contact. S'il s'isole, ben, il n'a aucune solution. S'il vit en bande urbaine, il n'a pas de solution non plus. Donc il faut qu'il garde une possibilité de contact. Oui. Pour avoir un employeur possible. Éventuellement. Bon, moi, ou faire des démarches administratives, voilà. En tout cas. Moi, à mon âge, disons, c'est peut-être moins important. Moins important, oui, okay. Je pense. Alors, tu as été en rue, tu me dis aussi que tu as difficile parfois à te bouger. Est-ce que tu reçois de l'aide autrement que par de l'associatif? Oh là, à part mon allocation, la plus grosse aide que je reçois sont des associations ou des bénévoles, des échanges entre précarisés, quoi. Donc vous avez créé un système, entre guillemets, entre précarisés, d'échange de services, disons. D'échange de services. Oui. Il n'y a pas d'argent qui circule. Non, moi je refuse obstinément. Il y en a peut-être qui le font, mais moi je ne veux pas.
Sauf si la personne a des frais, genre essence ou des choses comme ça, où je donne quelque chose pour l'essence, quoi. Colette, ici, Mais- on est arrivé à Marcinelle, dans la région de Ouais. Charleroi. Nous avons un bourgmestre, enfin un ministre-président, je ne sais plus comment, du Parti socialiste, etc., qui gagne un peu moins que les autres élus et qui va investir 25 millions ici dans un bâtiment des congrès, qui veulent peut-être faire une marina, peut-être, hein, parce qu'ils changent, on ne sait pas encore. Oh, bah, Ils veulent ouais. faire aussi ville haute, ils veulent faire un quartier universitaire. Qu'est-ce que tu dirais à cet homme-là si tu l'avais en face de toi? Je dis que Charleroi n'a pas besoin de marina, comme elle n'avait pas besoin de Rive-Gauche, elle n'a pas besoin de Ville 2, elle avait besoin d'une université pour échanger des opinions. Charleroi est coincé dans ses habitudes un petit peu. Enfin, moi, j'ai vécu à Leuven, à Néret, à Woluwe, donc je ne peux pas comparer Leuven et Marcinelle, bien sûr. Mais bon, il y a des échanges d'idées, il y a des mouvements. Ici, ça me semble un peu ankylosé dans faut que l'argent rentre, faut que l'argent rentre, faut que l'argent rentre, mais il n'y a rien qui suit. Il y a des pots de fleurs sous mon carrefour, mais il n'y a jamais de fleurs dedans. Alors ça sert à quoi les pots de fleurs s'il n'y a pas de fleurs? Alors ça va trop vite et c'est pas entretenu. C'est l'impression que j'ai de la région où je vis maintenant. Colette, ça fait combien d'années que tu vis dans la région de Charleroi? Ça va faire 10 ans, mais je suis originaire de Charleroi, mais je ne connaissais pas du tout. Pas du tout, ok. Je suis partie très jeune. Sur ces 10 ans ici, tu as l'impression, qu'est-ce qui s'est passé dans la rue? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre entourage? On voit beaucoup de gens ici avec des panneaux sur les voitures, sur les devantures de façade. On voit beaucoup de déchets à gauche, à droite. On sent qu'il y a Ce une n'est plus pauvreté. entretenu, ça se déglingue. L'impression que j'ai, c'est que ça se déglingue. Il suffit de regarder les poubelles dans la rue. Bon, moi, je ne jette jamais mes poubelles, je trie mes poubelles, mais je peux comprendre qu'il y en a qui le mettent dehors et qui s'en fichent parce qu'une taxe poubelle à 104 €, plus acheter les sacs, plus ça, plus ça, plus ça, finalement, on paye des services qu'on n'a pas. Colette, tu termines ta fin du mois avec combien d'euros, toi? 0. Ah, hier, c'était l'angoisse parce que la Vierge Noire n'a pas payé. Il y a eu un bug informatique. Je me voyais déjà à la rue, euthanasier mon chat. J'ai pas dormi de la nuit, quoi. Heureusement, ce matin, j'ai pu retirer 20 € à la gare. Je me suis dit, ouf, j'ai touché. Sinon, c'était la cata. En fait, quand je touche, je prévois tous mes paiements. Il y a Ouais. des dettes aussi, un peu de dettes. Ouais. Et j'attends le paiement suivant. Entre-temps, je me débrouille pour trouver à manger, trouver un taxi, trouver ça, trouver ça. Tantôt, tu as employé le terme surendettement. Tu as dit que c'était, comment dire, le terme que tu as encore. C'était sans fin. Ça voulait dire que c'était C'est un cycle- engrenage. Un engrenage. Je pense qu'à un certain moment, là, si on a une précarité qui, par exemple, peut être intellectuelle, familiale, les gens qui savent ni lire ni écrire, je ne sais pas, on est presque condamné à rester dans la précarité. Il y a une précarité qui s'ajoute à une autre, à une autre, à une autre. Quelqu'un qui n'a pas une précarité financière, mais qui n'a plus de famille, il y a 9 chances sur 10 qui va être dans la précarité financière, affective, c'est la rupture totale. On dégringole, quoi Oui. qu'on fasse. Les gens qui travaillent mi-temps et qui ont des petits revenus, eh ben, ils sont dans la précarité. Ouais. Donc, Tu en connais beaucoup? quand même, oui. Alors des gens qui sont précaires, mais qui malheureusement sont propriétaires de toute petite maison de rien du tout et qui n'ont pas droit à une série d'aides parce qu'ils sont propriétaires. Ben, on a eu le même témoignage il n'y a pas longtemps, quand on est propriétaire. J'en on se fait connais pas beaucoup, aider. ça. C'est ça. Ouais. Étant donné qu'on est dans une région un peu ouvrière, et où les gens, c'était avoir sa maison était quelque chose en soi. Et donc les gens ont investi pour avoir leur petite maison, leur petit jardin. Et puis maintenant, ils perdent tout, ils n'ont pas droit au CPS, certains n'ont pas droit à la grappa, enfin un tas de choses parce qu'ils ont une petite propriété de pas grand-chose finalement. Et finalement, à la fin du mois, ils vivent aussi mal que moi, quoi. Ouais. Donc oui, ça c'est quelque chose que j'ai quand même souvent vu. Enfin, que je vois souvent dans le quartier ici. Tu te chauffes comment, toi, ici? Ben, j'ai l'électricité comprise. Où j'habitais avant, donc ça fait 2 ans que j'habite ici, je me trimballais avec des bidons de pétrole. Ouais. Pétrole que je prenais à la pompe qui puait, j'avais une Wow. odeur insupportable sur moi tout l'hiver, avec les dangers que ça représente au niveau santé. Ouais. Mais je me chauffais au pétrole parce que pour économiser la facture, tout simplement. Ouais. Ici, je me suis permis le luxe d'un logement, chauffage compris. C'est déjà quelque chose auquel je dois faire moins attention. Enfin, je fais quand même attention à ma consommation, mais moins, quoi. Ouais. Parce qu'avant, j'avais aucun appareil en stand-by, j'utilisais des batteries, parfois je fermais le compteur carrément. T'es déjà arrivé de fermer Ah le oui, oui, compteur? où j'habitais avant, oui. Je fermais le compteur. Ou je laissais fermer, je ne réouvrais pas. Ok. Compteur d'eau, j'essayais de ne pas dépasser 15 € par mois, ce qui était tout à fait hallucinant. Mais quand je faisais du bénévolat, j'essayais de prendre ma douche ou quoi, là où je À travaillais. l'endroit. Ça dépendait où je travaillais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, Donc tu profitais plutôt de l'endroit où tu allais travailler pour Oui. te rafraîchir. Voilà, si c'était un Est-ce que tu as une machine à laver, toi, ici? Oui, je me suis permis d'en avoir une, parce que ma santé ne me permet pas de trimballer des sacs à la wasserette, et les wasserettes sont très chères.
Tu trouves qu'elles sont chères? Oui, c'est très cher parce que c'est quelque chose de vital de laver son linge. Oui. Enfin, vital et non, parce qu'au prix où sont les vêtements maintenant, on peut les jeter et en prendre d'autres aussi. Mais même si je prends un vêtement d'occasion, je le relave. Il y a quand même, oui, ça me semble indispensable. Le séchoir électrique n'est pas indispensable. Moi, je m'en encore sécher sur un truc comme ça à l'ancienne. Ouais, ok. Un petit peu bohème. Ça va. Mais ça me coûte rien, quoi. Qu'est-ce qui te manque ici comme électroménager, qui te ferait du bien? Depuis le Covid, grâce à monsieur, merci le Covid, comme j'ai fait des économies sur l'alimentation, je me suis permis donc de me remeubler normalement. Donc j'ai tout ce qui est vital, machine à laver, un frigo, un congélateur. Frigo-congélateur, c'est une économie puisque je prends des invendus, des colis, etc. Donc, Et boum, tu les mets dans du stock, ouais. Le micro-ondes que j'ai trouvé sur la poubelle, bon, il ne va pas fort, mais enfin il va. Il y a quand même des choses qui viennent de la poubelle, que j'ai rafistolées. Bien sûr. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut, mais il y a des économies que je fais où plein de gens ne font pas. Par exemple, des produits d'entretien, je n'achète jamais. Je nettoie au vinaigre, au bicarbonate de soude à l'ancienne. Là, ça me fait faire une économie. Le cif, tout ce machin-là, moi je ne connais pas. Le vinaigre, c'est bon. Donc il y a des trucs aussi qui peuvent aider absolument tout le monde, et auxquels il faudrait peut-être revenir. Enfin, on n'est pas obligé de faire dans le minimalisme parce qu'on est précaire non plus. Il ne faut pas verser non plus Et puis, faut pas verser dans l'autre sens non plus, quoi. Il ne faut pas devenir non plus obsédé à devoir absolument diminuer tous ses coûts. Il faut que ça reste un choix. Il faut que ce soit un choix. Voilà. Ça. Ok. Est-ce que tu te sens coupable d'être pauvre? Je me sens très souvent jugée. Parfois, je me sens coupable. Et parfois, je dis, après tout, je m'en fous, quoi. Et le fait de faire du bénévolat, je me sens peut-être moins coupable. Oui. Oui, je pense que ça me donne une bonne conscience, malheureusement. Enfin, ce n'est pas le seul but, mais je trouve que oui, c'est peut-être un petit peu ça aussi. Je me sens, ayant une allocation, je me sens presque obligée de faire du bénévolat à l'heure actuelle. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je le faisais par choix. Maintenant, je me sens presque obligée de le faire. Que là aussi, il y a quelque chose qui coince un peu. C'est-à-dire? Que le bénévolat ne doit pas être une obligation. Ne doit pas être perçu comme une obligation, comme une contrainte, mais reste vraiment comme une démarche. Un choix. Un choix, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que je faisais par choix, que je n'ai plus envie de faire parce que je ne le fais plus par choix. Bon, nettoyer au vinaigre, c'était un choix, mais je serais obligée de le faire, que ça me dérange. Quand j'ai entendu que le CPS allait passer un accord avec un magasin Colruyt pour des invendus, ça m'a choqué. Je me trouve qu'un CPS n'a pas passé un accord avec une multinationale, par exemple. Donc, oui, quelque part, quand on est précaire, il faut être inventif tout le temps. Il faut aller chercher des vieux trucs de grand-mère pour nettoyer, pour ci, pour ça. Il faut toujours se bouger, il faut toujours chercher, il faut toujours... Quelque part, on apprend à vivre autrement, mais quelque part, ça reste épuisant. C'est épuisant. Parce qu'on est quand même jugé, on est quand même culpabilisé. C'est assez surprenant ce que tu dis avec les multinationales. En général, ils n'ont pas le même discours, les précarisés qu'on a rencontrés. Ça nous fait plaisir, parce qu'on est du même avis. Non pas faire d'accord avec ces gens-là. C'est quand même ces gens-là qui volent en général, qui font l'évasion fiscale, etc. En fait. Bien ils sûr. créent la misère. Donc ils se présentent. Moi je dis toujours c'est le syndrome de l'homme qui bat sa femme. Il bat sa femme et puis il lui offre des fleurs. C'est exactement ça. Donc c'est que les invendus qu'après ils se font passer pour des braves personnes. Mais quand on voit certains magasins qui vendent des invendus à 50%, donc en les vendant à 50%, ils gagnent encore. Oui. Donc ils prennent combien en final? Ils prennent énormément, quoi. Donc, alors les invendus, on les donnait aux associations. Maintenant, ils contournent de nouveau le problème. Ils vendent les invendus à l'arrière du magasin. Ils font des lots ça dérape, quoi, de nouveau. Ça dérape. Il y a une loi qu'on devait donner aux associations qui parfois demandent des subsides et d'autres qui font des mouvements citoyens plus petits, qui parfois deviennent une telle ampleur qu'ils finissent par devenir des associations, ça dépend. Mais les multinationales contournent de nouveau le problème en vendant eux-mêmes les invendus. Ça me choque. Je n'irai jamais acheter un invendu dans un magasin, c'est exclu. Je veux bien l'avoir gratuitement, je ne veux pas le payer. Comme certaines associations à Tamil qui vendaient leurs colis 10 €. Non, je suis désolé, c'est des invendus. Ils sont là pour aider les gens, pas pour créer de l'emploi. Ils dérapent de l'initiation première. Nous, par exemple, il nous arrive parfois d'avoir des invendus que nous recevons, on les donne gratuitement à un endroit, en général en dehors de notre commune. On a vu dans les commentaires que des gens devaient sortir une carte pour venir chercher, comme si on appartenait au CPS, et il y avait une carte de la pauvreté, un identifiant. J'ai plusieurs cartes. Et ça fonctionne comment, ça? Moi, j'ai une carte de Saint-Vincent-de-Paul qui a fait une enquête sociale, avec mon surendettement, etc., qui m'a donné droit à l'aide alimentaire pendant 1 an, jusqu'en juin 2021. Une enquête sociale? Une enquête sociale faite par une instance sociale, oui.
Donc, pour avoir accès à cette alimentation, il y a dû avoir une enquête sociale et financière. Alors, il y a des gens qui ne sont pas AS, qui ne sont pas assistants sociaux et qui font des enquêtes sociales. Ça aussi, ça me dérange. Qui demandent des revenus à quelqu'un alors que ce sont des individus qui doivent prendre les gens sur un pied d'égalité, disons. Bien sûr, c'est un échange de services avec et ça, du respect et de ça la me confiance dérange mutuelle. aussi. Et ça, tu l'as déjà eu? Oui. Assez souvent. Assez souvent. Donc c'est des bénévoles, entre guillemets, qui font ce travail-là. Voilà. L'assistante sociale que je connais est bénévole, mais elle a une formation d'assistante sociale qu'elle a eue à 50 ans. Enfin bon, elle a le droit de demander des papiers et de faire des enquêtes sociales. Ouais. Je ne suis pas tout à fait contre les enquêtes sociales, mais il ne faut pas que ça tourne à la pression non plus, quoi. Parce que parfois, ça tourne à la mise sous pression. Moi, j'ai une fois été agressée, on m'a volé tous mes papiers, tout. J'avais plus d'argent, plus de carte en banque, plus rien. J'essaie de me débrouiller. Pour un moment donné, je dis non, j'ai plus rien à manger, ça va plus. Je vais au CPS demander 50 €. J'ai dû retourner 7 jours de suite. J'ai demandé une aide urgente. C'est mardi. Ah non, moi, l'aide urgente, je l'ai fait le mercredi. Donc, ah oui, il y a un horaire j'ai dû aller, revenir, aller, revenir. C'est pas une aide urgente, ça. Ça n'a rien à voir. Une aide urgente, c'est je dois sortir avec quelque chose. Est-ce que tu as l'impression que les gens sont au courant de la situation s'est aggravée dans le coin, qu'il y a de plus en plus de membres comme toi? À la télévision, on voit rien. Hein. L'amour est dans le champ, l'amour est dans le blé, enfin tout ce que vous voulez, dans le pré. Il y a des modes. Par exemple, maintenant, la mode, c'est le SDF. On entend tout le monde va tout faire pour le SDF. Moi, j'ai connu une distribution alimentaire qui a refusé une bouteille d'eau à quelqu'un qui était malade parce qu'elle n'était pas SDF. Et il l'a engueulé parce qu'elle n'avait pas d'empathie. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est malade, elle demande une bouteille d'eau, c'est pour le SDF. Mais arrêtez de faire des priorités dans les précarisés, quoi. Ça crée des conflits totalement inutiles, ça ne sert à rien. Ouais. Il y a des pensionnés qui s'en sortent moins bien que des SDF. Donc on cloisonne et on crée des conflits là où il n'y en a pas, en fait. Où il ne devrait pas en avoir. Des disputes de pauvres, quoi. Oui. Voilà. On les pousse à s'engueuler entre eux, en fait. Comme ça, parce que s'ils ne sont pas unis, ils sont plus faciles à gérer, quoi. Ça fait plaisir à entendre. Ah bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais dire? Colette, un grand merci pour ce que tu viens de nous raconter. Moi, je dirais bien, c'est gentil de ta part de nous avoir accueillis chez toi. Hein, c'est courageux. Je suis fort timide. Non, ça n'a pas l'air d'être. Tu n'as pas l'air d'être plus timide que ça, Colette. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu avais besoin de vider ton sac. Mais surtout d'être écouté parce qu'on ne nous écoute pas. Hein. Parce que forcément, si vous êtes précarisé, c'est que vous êtes bête, donc on n'a pas besoin de vous écouter, quoi. Donc, quand on est précarisé, on est pauvre, on est bête, on est sale. Ah ouais, on est sale, évidemment. Et on profite du système aussi. On profite du système. Alors, on est ou drogué ou alcoolique. Je suis désolé, je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas drogué, je ne fume pas. Ouais, bien sûr. Ça va faire plaisir parce que ça va enrichir un petit peu la collection de nos témoignages, qui est un petit peu de tout. Et puis, il ne faut pas oublier que les riches, ils boivent aussi, ils fument aussi. Sûrement. sûrement. Et on ne faut leur pas fait pas culpabiliser les gens parce qu'ils ont des carapaces en rue. C'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais bon, oui, s'ils avaient du champagne, ils n'auraient pas des carapaces, quoi. Ok, on est bien d'accord. Mais voilà, Colette, je te remercie pour ton témoignage. Voilà, pas de souci. Ouais.